Bienvenue sur Rota TV dans notre émission mensuelle Oulikidjo. Oulikidjo est une émission qui consiste à faire appel aux jeunes entrepreneurs ambitieux pour nous parler de leur parcours professionnel. Avant de commencer, nous dirigeons nos sincères remerciements à l'endroit de nos partenaires, plus précisément le restaurant Oli 6 à Titibougou, dans lequel d'ailleurs nous nous trouvons actuellement pour vous passer cette émission. Nous remercions également le groupe Mediasoft et toute l'équipe de Rota TV. Alors, c'est un jeune entrepreneur ambitieux, doctorant, professeur dans beaucoup d'universités au Mali. Il s'appelle M. Amadouna Sanoko, directeur du cabinet CFTM. Bonjour M. Sanoko. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, pour commencer, M. Sanoko, voudrez-vous vous présenter et nous décrire un peu votre parcours du primaire jusqu'à l'entrepreneur ambitieux et passionné que vous êtes devenu? D'accord. Alors, merci beaucoup. Avant tout propos, permettez-moi quand même de vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne. J'avoue qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, mais maintenant, pourquoi le choix de M. Sanoko, c'est plus qu'un honneur pour moi. Et je tiens à vous présenter mes sincères excuses aussi pour les reports. Ok. Alors, donc, moi, c'est Amadouna Sanoko. Je suis né ici au Mali. Je suis marié, père de 3 enfants. Donc, je suis docteur en sciences de gestion. Je suis consultant formateur. Alors, j'ai commencé mes écoles primaires à l'école fondamentale de Ntombourou. Voilà. Donc, mais avant ça, j'ai fréquenté le jardin d'enfants à la Croix-Rouge, okay, à côté de l'Assemblée nationale. Donc juste après ça, j'ai fait 3 ans là-bas et après j'ai commencé à l'école primaire de Ntombourou. De la première année, j'ai eu le DEF là-bas aussi à Ntombourou. Donc après le DEF, j'ai été orienté au lycée moderne à Modou en Pateva. Alors, mon choix, c'était d'aller au lycée Askia Mohamed. Mais en ce moment, il y avait une politique de proximité. On regardait ton quartier où tu résidais. On regarde le lycée qui est plus proche de toi. Donc, ce qui fait, j'ai fait 1 an là-bas. Et après, j'ai fait un transfert pour aller au lycée Askia Mohamed. Parce que c'est un lycée qui, depuis à bas âge, que j'aimais. C'était un rêve pour moi de fréquenter ce lycée. Donc c'est là-bas, j'ai eu mon bac en sciences biologie terminale en ce moment. Voilà, il n'y avait que quelques filières quand même. SBT, SET, SHT et LLT. Voilà, donc il y avait 4. Donc à la base, je voulais devenir médecin. Voilà, donc raison pour laquelle le choix de la 10e science, après 11e SB et SBT. Mais après la 10e année, on m'a orienté à SB, chose que je voulais faire. Mais j'ai vu que la biologie, c'était pas trop mon truc. Voilà, donc du coup, je me suis dit que je peux pas aller là-bas. Parce que j'aime pas la biologie. Moi, c'était plus physique, chimie et maths. Voilà. Mais j'ai essayé, voilà, j'ai eu le bac. Donc après le bac, je suis allé en Algérie. Donc j'ai fait une licence là-bas en comptabilité fiscalité. Voilà. Donc après ça, je suis allé en Tunisie, à l'université TAM de Tunis, où j'ai fréquenté aussi. Donc j'ai eu une maîtrise là-bas en finance. Donc après Tunisie, donc je suis rentré. J'ai fait 1 an au Mali. J'ai fait quelques mois de stage dans une banque. Et après, il y a eu des événements qui ont provoqué la chute du pouvoir de ATT, paix à son âme. Donc juste après ces mouvements, j'ai postulé, il y avait la bourse chinoise, donc j'ai postulé pour aller faire un master là-bas. Donc j'ai fait 4 ans là-bas. Naturellement, il y a l'année de langue, on apprend le mandarin. Donc, et après ça, donc, il y a le master aussi, donc j'ai fait un master de recherche là-bas en gestion financière. Donc c'est un master, naturellement, juste après ça, il faut faire le doctorat. Voilà, donc
très honnêtement, je ne voulais pas rester là-bas après 4 ans. Sinon, j'avais eu une bourse pour faire la thèse. J'étais l'aîné de la famille parce que chez nous, c'est l'école d'abord, quoi. C'est les études, les études. Ce qui fait que quand on essaie de regarder, j'ai fait à peu près 9 ans après le bac, hein. C'est quand on essaie de cumuler, quoi. Donc, mais je me suis dit que bon, ça y est, c'est bon. Sauf si je reste ici ou bien je vais aller dans un autre pays, je vais rester là-bas, je vais vivre. Ça, c'était pas du. La maman n'était pas du tout d'accord, vu que je suis l'aîné. Donc, j'étais obligé de rentrer. Donc, j'ai dit, bon, je vais laisser la thèse. Donc, quand je suis rentré, donc, je me suis inscrit ici, à l'IPU. Voilà. Et quand je suis rentré, avant de rentrer, en 2015, j'avais fait un tour ici au Mali, parce que j'ai fait 4 ans. Donc je suis rentré définitivement en 2016. Mais en 2015, j'avais fait un tour ici au Mali. Donc j'ai essayé de regarder un peu l'état, parce qu'en 2012, on dirait, c'est-à-dire, quand tu places un caillou quelque part là, tu pars et puis tu reviens, ça bouge pas, quoi. C'était un peu comme ça. Donc j'ai vu que la situation, voilà, ça n'a pas amélioré. Donc j'ai échangé avec mes amis, j'ai dit bon, il faut qu'on prépare le retour, très sincèrement, parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est pas au Mali, c'est pas une question de diplôme, j'ai fréquenté Sorbonne, c'est pas ça, il y a autre chose que je dirais pas. Voilà, donc il faut qu'on essaie de préparer le retour. Donc on a lancé notre première société là-bas, donc une marque de vêtements. Donc ça a cartonné là-bas et quand je suis rentré, j'ai continué avec ça. En 2016, je suis rentré définitivement. Donc Dieu faisant bien les choses, je vais dire quelques mois, j'ai eu un travail, quoi, avec une société chinoise. Voilà, donc il y avait la marque de vêtements que je pilotais. Maintenant, les Chinois voulaient que je travaille avec eux parce qu'ils étaient dans le textile. Donc, ils ont leur usine en Chine là-bas, donc je représentais la structure ici. Ils font des costumes, des vax que les dames portent là. Donc, je représentais un peu la structure. Donc, et notre ambition, notre objectif, c'était de racheter Comatec, mais en ce moment, avec nos autorités, donc ça n'a pas marché. Voilà, donc j'ai senti que c'était ça leur objectif. Et quand je regardais tout ce que je faisais, j'étais vraiment le manager du coin, RH, comptabilité, les démarchages clientèle, les prospections. Donc je gérais tout ça avec mon équipe. Voilà, parce que nous, c'est-à-dire, c'est ça la différence entre les Asiatiques et les autres, quoi. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas cet esprit, quoi. Chef, il n'y a pas ça chez eux, quoi. Il faut être leader, quoi. Leader, tu dois être dedans, quoi. Donc, si les gars partaient, par exemple, sur le terrain, on était ensemble, on démarchait les clients ensemble, on faisait les prospections ensemble, même les recouvrements, on le faisait ensemble, donc ça forme aussi. Voilà, donc mais quand je voyais tout ce que je faisais et que le salaire ne bougeait pas à chaque fois, même pour avoir mes primes, c'était des problèmes. À chaque fois, j'étais obligé, voilà, d'appeler par-ci, par-là, et puis à chaque fois, on faisait des visioconférences. Il y avait un décalage de 8 heures quand même. Donc la nuit, il est 8 heures là-bas, il est minuit chez nous, donc de coordonner tout ça, même quand tu envoies, c'est des problèmes. Bon, j'ai regardé un peu, j'ai dit, bon, est-ce que c'est pas mieux que moi-même, je me lance dans l'entrepreneuriat? Voilà, c'est vrai, on dit que quand tu es salarié, tu as un salaire fixe, voilà, c'est pas trop de pression. Voilà, et il y avait la pression de la famille aussi, il faut travailler, il faut être salarié, parce que chez nous, tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde est fonctionnaire, y compris le grand-père même. Donc lui, il était fonctionnaire, donc les papas, les tantes aussi, tout le monde est fonctionnaire chez nous, à part un tonton qui est entrepreneur. Voilà, donc à chaque fois, voilà, on t'oriente, il faut étudier, il faut chercher un boulot, il faut chercher un boulot, il faut chercher un boulot.
Et moi, tout ce que je vivais, c'est vrai, ça c'était le privé, mais tout ce que je voyais, ça ne me convient pas. Mais quand je causais avec les fonctionnaires quand même, c'est que moi, je gagnais, je me plaignais de ça, mais eux, ils n'avaient pas ça quand même. Parce qu'il y avait une différence quand même de salaire. Mais moi, je me disais que ça ne fait pas couvrir mes charges. Comment eux, ils arrivent à faire? Et on me dit d'aller dans la fonction publique. Donc, chose que je ne pouvais pas. Donc, je dis, bon, je maîtrise tout. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Il faut la fusion de ces trois moyens-là, humain, matériel, financier. Donc quand tu as le moyen financier, humain, ça va venir, financier, ça va venir. Donc je sais avec qui je dois travailler, et côté matériel aussi, j'aurais besoin de quoi. Donc il fallait avoir un peu de sous. Donc ça, j'ai décidé en 2019 quand même, voilà, d'évoluer à mon propre compte, parce que j'avais déjà la marque de vêtements avec quelques amis, donc il y avait ça, mais ça c'était en partenariat quand même. Donc à un moment donné, on avait mis ça en stand-by. Donc j'étais obligé de respecter aussi l'avis des autres. Il y avait quand même quelques partenaires qui avaient des problèmes, qui avaient des soucis financiers. Donc on était obligé pour ne pas être traître. Donc j'ai dit bon, on va attendre quand les autres seront prêts. Donc en attendant, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé une structure qui évoluait dans tout ce qui est négoce, vente, distribution. Mais ça, c'était pas mon objectif en réalité. J'ai lancé ça pour avoir un peu de sous, un peu d'argent, parce que à la base mon objectif c'était d'ouvrir un cabinet d'études et de formation. Voilà, donc ce qui fait que j'ai suivi des formations pour être formateur. J'ai suivi des formations aussi pour former des formateurs aussi. Voilà, donc j'ai commencé à me préparer. Donc j'ai eu un peu de sous, donc j'ai mis en place le cabinet après. Voilà, donc j'évolue dans ça. C'est vrai, je suis actionnaire dans plusieurs structures, notamment dans une structure de micro-microfinance, je suis actionnaire, mais c'est ce que moi je donne comme conseil aux jeunes. L'identité est très importante, quoi. Donc quand on me voit maintenant, c'est le formateur, casquette formateur qu'on me donne, le professeur. Je suis dans beaucoup de choses, mais il faut avoir l'identité, c'est très important. Voilà. Sinon on pouvait te prendre, excusez-moi du terme, comme un escroc. Il est partout, il est dans tout, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Donc il faut avoir une identité, quoi. Donc la raison pour laquelle je me sens bien dans ça, je voulais être formateur, le cabinet c'est bon, ça me suffit, donc les autres sont là. Souvent on me voit dans les conseils d'administration, les gens pensent que je suis venu en tant que consultant, or que je suis là en tant qu'actionnaire. Voilà, je ne parle même pas de ces trucs-là, alors que je suis caché. Voilà, mais c'est le cabinet, même la première structure que j'ai mis en place, on ne me voit pas là-bas tellement, mais c'est le cabinet, ça c'est une passion. Ça, c'est vraiment, je suis amoureux de ça, quoi. Voici, bon, nous on parle un peu, hein, parce qu'en tant que professeur, voilà. Voici un peu mon parcours, quoi. Il faut les reconnaître. D'accord. Alors, c'est quoi CFTime? Qu'est-ce que votre entreprise fait concrètement? Alors, merci pour la question. D'abord, je vais essayer d'expliquer le nom, parce que chaque fois on me pose la question, pourquoi time, le temps, voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand je parlais des universités que j'ai fréquentées, j'ai parlé de l'université Time de Tunis. L'université m'a beaucoup inspiré, savoir-faire, professionnalisme. Donc, j'ai pas oublié l'université. Donc, j'ai quand même gardé ce nom-là, le Time là. Alors CFTime, donc on a enlevé le E quand même, c'était pas la peine, ça allait être long. Donc c'est cabinet d'études et de formation. Ok. Maintenant Time, c'est technologie de l'information et management d'entreprise. Donc souvent on me pose la question pour le temps. Non, c'est pas le temps. Non, c'est pas le time en anglais, oui. C'est technologie de l'information et management d'entreprise. Et souvent, voilà, mais quand même, les gens te disent que bon, souvent ça peut être, nous sommes dans le temps, mais il y a un nom qui ça, quand on me dit ça quand même, voilà, j'aime pas ce nom-là, quoi.
Souvent, il y a des gens qui prononcent team, quoi. Ça, voilà, quand on dit chef team seulement, ça me fait mal. Je préfère team en anglais, voilà, que team, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un cabinet, comme je le dis, d'études et de formation. On fait la mise en place de beaucoup de structures. Donc, ça, c'est côté études. Les business plans, que ce soit les banques, que ce soit quelle qu'en soit la structure, donc on peut faire les mises en place, les études de marché, on fait tout ça. Donc ça c'est le côté études. Maintenant, il y a conseil aussi, on donne des conseils aussi aux entrepreneurs ou bien aux jeunes ou bien aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a côté formation aussi. Voilà. Donc, au début, l'objectif du cabinet, c'était juste pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, parce que moi-même, ma thèse, c'est un peu sur ça, l'entrepreneuriat au Mali, parce que quand même, j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé d'analyser le marché malien quand même. J'ai vu que les gens traînent, après les études, jusqu'à ce que souvent, avec les professeurs, on ne s'entend pas. Je dis que bon, je n'ai rien contre vous, mais vous êtes en train de former des chômeurs quand même. Parce qu'il n'y a même pas d'adéquation entre ce qu'on est en train de faire. Il y a suffisamment de cadres. Les cadres que le Mali a formés, que ce soit côté privé, public, quand tu fais un peu le cumul de tout, c'est-à-dire on peut utiliser ça jusqu'à 5-10 ans même, quoi. Les gens qui ont fait droit, les gens qui ont fait gestion, les gens qui ont fait économie, ça, on peut utiliser ça jusqu'à 10 ans même, quoi. On n'a même plus besoin de former. Donc j'ai vu que, imagine, quelqu'un qui a fait le bac en 2005. Après ces études, tu vois que tes camarades de classe sont à la maison. Je suis allé en Chine, j'ai fait 4 ans. Je suis revenu encore, ils sont toujours en quête de boulot. J'ai dit, non, là, ça va pas. Souvent, on se dit, qu'est-ce que moi, je connais quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'avant, on disait que on recommandait les gens. Maintenant, ça aussi, c'est quasiment impossible. Parce que tu verras que le nombre les cadres, les diplômés, ça grimpe, ça augmente de jour en jour. Parce que chez nous au Mali, je ne sais pas c'est quoi, mais quand tu passes pas par le lycée, voilà, on te traite de tout, quoi. Comme si toi tu n'as pas reçu. Alors que c'est pas bon, voilà. Si on veut que ce pays se développe là, il faut mettre l'accent sur ces trucs-là, l'industrie, l'électricité, il faut oublier le lycée même, quoi, à un moment donné. Tout le monde ne peut pas aller au lycée, faire l'université. Ça n'a même pas de sens. Souvent, nous, on reçoit des gens chez nous au cabinet parce que j'allais en venir. Il y a le volet RH aussi. Voilà, tu tapes la poitrine, j'ai mon serre, tu ne sais même pas ce que tu as. Tu n'as pas d'expérience. L'étude que tu as faite, tu ne maîtrises même pas. Tu n'as même pas fait de stage. Mais j'ai dit, non, j'ai quand même un master en audit, contrôle, c'est-à-dire, on dit des mots forts souvent. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il a fait, quoi. Il dit quand même partout qu'il a un master. Ou bien j'ai une maîtrise, j'ai une licence, voilà. Il se glorifie avec ça, mais en réalité, ça n'a même pas de sens. Imagine, on prend un exemple. Quelqu'un qui a fait électricité ou industrie. Toi, tu as fait droit. Après les études, là, on fait fonction publique. On n'a pas eu. Mais entre-temps, celui qui a fait industrie, plomberie, il peut dépanner des gens, moyennant quelque chose, quoi. Mais toi qui as fait droit, là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu peux pas être consultant. Il y a beaucoup de consultants. Quelqu'un qui a fait gestion aussi, tu peux rien faire en réalité. Donc lui quand même, il peut exercer son métier, quoi. Ça c'est de l'auto-emploi. Donc il faut faire la promotion de ça. Voilà. Donc il y a le volet RH aussi. Donc on fait l'externalisation, c'est-à-dire les entreprises nous confient carrément la gestion du personnel au cabinet. Ça on appelle ça l'externalisation. On fait les recrutements, on fait les placements aussi. Voilà. Donc conseil, formation, études et RH. Voilà. Donc Servtime évolue dans ça. L'objectif vraiment c'était de faire la promotion de l'entrepreneur, mais par la suite on a vu qu'on était sollicité parce qu'à la base on voulait être un cabinet d'incubation, mais par la suite on a vu que on était trop sollicité, qu'il fallait diversifier.
on est allé, parce qu'on était sollicité côté administration publique aussi. Donc du coup, les cibles là, on a ajouté d'autres cibles à part les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, les jeunes qui sont en quête de boulot, les étudiants pour les former, et aussi l'administration publique aussi, pour former les agents de l'État. Sinon à la base, il n'y avait même pas RH. Donc après les formations, on était sollicité aussi, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un... Voilà, donc est-ce que vous en avez? Donc on dit, bon, on va essayer de structurer ça. Donc on va ajouter le volet RH. Sinon, il n'y avait même pas le volet RH au début, mais maintenant il y a le volet RH quand même. Voilà. Ok. Alors, M. Sanogo, il y a certains mots que les entrepreneurs utilisent fréquemment, notamment dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails, nous expliquer ces mots, à savoir c'est quoi une start-up, une incubation et aussi un business angels? D'accord, merci pour cette question. Effectivement, les gens font la confusion et souvent on ne sait même pas c'est quoi. Je vais être bref. L'incubation, c'est l'accompagnement. Suivi. Tu as par exemple, si moi je suis un incubateur, les jeunes qui ont des idées de projet, donc depuis en phase d'idée jusqu'à la réalisation, l'incubateur suit, surveille jusqu'à la mise en œuvre. Et même après la mise en œuvre, on surveille. Ça, c'est de l'incubation. Okay. Le mot a été emprunté dans d'autres secteurs, quoi. Ça, c'est suivi. Voilà. C'est comme un bébé. On le suit. Ça, c'est de l'incubation. Maintenant, start-up, ça, c'est une entreprise qui débute, quoi. Voilà, qui a ses débuts. Mais finalement, la particularité, on dit que c'est une structure qui vient avec plus d'innovation sur le marché. Voilà, donc on les considère comme des startups. Ils sont au début, mais c'est des startups parce qu'ils viennent avec d'autres médicaments. Parce que chez nous, on dit comme ça médicament. Le produit, c'est un médicament, hein, parce que pour mettre en place une structure, il faut analyser. Si tu détectes des problèmes, tu trouves une solution à ce problème-là. C'est ce qui fait un produit. Okay? Donc nous, on considère comme un médicament. Donc une entreprise nouvellement créée à ses débuts, mais qui est très efficace, qui vient avec de l'innovation. Donc on appelle start-up. Voilà. Maintenant, troisième, ça c'est les business angels. Business angel, ça c'est des personnes, voilà, physiques qui décident personnellement, à titre personnel, d'accompagner, voilà, maintenant les jeunes entrepreneurs. Donc au début, parce que ça c'est le moment, hein, le plus critique, le plus difficile dans la vie d'une entreprise, le début, parce que les documents, quand on essaie de regarder les documents, les recherches, on dit qu'une entreprise, c'est à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est comme un arbre, quoi. Quand tu plantes, il faut attendre. Mais ça ne veut pas dire aussi que quand tu plantes l'arbre là, tu vas dormir, hein. Tu travailles. Mais pour avoir le fruit, c'est à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ça veut dire que tu dois l'entretenir. Donc quand tu crées une entreprise aussi, il faut être patient. Ok? 3 mois, bon, c'est quand même déplorable parce que on va chez nous, beaucoup de jeunes ils vont créer des structures aujourd'hui, voilà, ils veulent tout avoir tout de suite. Je veux être comme lui, je veux être, c'est bien. Il faut avoir des idoles, mais il faut accepter ça aussi, la patience. Ça, c'est même pas l'entrepreneuriat, ça c'est tout ce qu'on fait dans ce monde-là. Il faut être patient. Donc il faut accepter, ok? Mais ça ne veut pas dire aussi que telle personne a eu des difficultés, il a été en prison, qu'il faut attendre que... il faut aller en prison aussi. Non, c'est pas ça. Hein. Donc, il faut être patient quand même. Et le mariage, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être patient. Maintenant, les business angels, là, généralement, ils accompagnent les jeunes. Ok. Souvent, il y a des business angels, ils organisent des concours, on ne sait même pas que c'est des business angels.
Donc les jeunes viennent, on présente les idées de projet et après ils vont dire qu'ils ont volé nos projets. C'est pas ça, c'est des business angels en réalité. Les jeunes viennent. Vous savez, la vie là, on actualise les choses, il y a des mises à jour. Donc il y a des jeunes, ils ont des idées, voilà, pas possible quoi. Le business angel, lui, il a de l'argent, mais il n'a pas d'idées d'abord. Il a des idées, il a mis des structures en place, mais il a vu d'autres choses. Donc ils vont accompagner le jeune là. Depuis le début, conseil, financement, tout ça. Contrairement à l'incubation. L'incubation essaie de le surveiller, de faire le suivi, aller chercher. Mais le business angel vient peut-être, il a un réseau. Ok, il est spécialisé dans beaucoup de domaines. Il suit, il dit que ça c'est bon, je vais l'accompagner. Donc peut-être on va même partager voilà, les bénéfices parce que je vais investir quand même dedans. Voilà, comme on le dit, c'est des anges du business, quoi. Les gens de l'affaire, ils viennent nous épauler. Voilà, donc on partage le risque ensemble. Voilà. Alors, M. Sanogo, est-ce que selon vous, on peut mettre en place une entreprise sans financement? D'accord. Quand vous dites sans financement, c'est-à-dire, parce que financer une entreprise, il y a deux façons. Autofinancement et puis financement de la part d'une structure. Donc, quand vous dites financement, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, financement en termes d'aide. L'aide de lecturaire. Bon, c'est compliqué, hein, mais ça, c'est le conseil que moi je donne aux jeunes. Il ne faut jamais débuter avec les fonds de lecturaire. Ouais, ça, c'est le conseil que je donne. Qu'il soit les établissements financiers, là, les prêts qu'on sort ou bien pour aller voir quelqu'un. Maintenant, attention, quand je dis financement de lecturaire, si ce n'est pas quand même un prêt. Maintenant, au-delà de ça, bien sûr, il y a beaucoup de programmes, par exemple. Il y a un programme dont je suis mentor, c'est des subventions. Donc, tu peux prendre ça, tu utilises, il n'y a pas de remboursement. Je parle des cas où il y a un remboursement. Donc, il ne faut jamais débuter avec ça. Mais tu peux chercher, il y a beaucoup de programmes. Tu viens, tu présentes ton projet, si c'est bon, ils vont te financer et puis on dit c'est des subventions. Ok. Maintenant, si tu ne peux pas avoir des programmes, tu ne connais pas les programmes, les établissements financiers viennent vers toi. Non, t'inquiète, il faut prendre ça un an, tu vois. Il ne faut jamais rentrer. Ça, c'est le conseil que moi je donne parce que vu l'expérience, donc il faut accepter de démarrer avec le peu que vous avez. Il faut accepter ça. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos, c'est-à-dire il faut être patient. Peut-être aujourd'hui, tu verras que même créer une structure, par exemple à SAL, c'est un problème pour toi. Tu peux aller avec une entreprise individuelle, tu crées ça à 12 000 francs ou 20 000 francs, tu exerces ton activité. Et après, tu peux changer de statut en SAL, ça c'est à 250 ou 258. Tu n'as même pas de bureau. Voilà, tu peux te promener, il n'y a pas de souci, hein. Tu as tout dans le sac, les cyber sont là. Il faut attendre, il faut être patient. Alors, c'est pas la peine d'aller prendre des bureaux meublés, luxueux, voilà, ça n'a pas de sens. Si tu vas à la télé, tu regardes telle personne a un bureau comme... Non, c'est même pas la peine. Il faut accepter, il faut être patient, ça va venir. Tout ça, ça va venir. Donc, petit à petit, moi, j'ai connu des jeunes, je participais à un programme où j'étais formateur et membre de jury aussi. Il y avait un jeune qui était venu quand même avec un projet très ambitieux. Donc ce jour-là, j'ai tiré chapeau, quoi. J'ai dit, c'est ça dont on a besoin. Le parrain de l'événement, c'est un entrepreneur, peut-être que vous les connaissez, Samba Bachili. Voilà, donc il était là, donc il jouait un peu au ping-pong avec des questions. Le gars, il avait fait des prototypes. Ok, c'est un jeune, il est très connu aujourd'hui maintenant. Il est dans les trucs, j'ai oublié son nom, green énergétique ou quoi. Voilà. Donc, chaque fois qu'il passait au bureau, je lui donnais des conseils. Voilà. Donc, il a présenté son truc. Ça m'a été étonné. Il dit, bon, c'est quoi on va faire? Ça m'a posé beaucoup de questions. Il a répondu. Ça m'a dit, bon, c'est quoi on va faire? Tu as fait combien de prototypes? Il dit, pour le moment, j'ai fait 3. Donc, le projet n'est même pas fini. Donc, je suis en train de collecter des fonds. Je suis en train d'analyser. Ok, d'accord. Il dit, pourquoi vous êtes là? J'ai besoin de fonds. Ok, d'accord. Maintenant, tu me vends ces 2 prototypes-là. Donc, tu me dis ton prix, n'importe quel prix. Donc, moi, je te donne l'argent. Et puis, tu vas aller. Il dit net.
1 million dit net, 2, 3. Il dit actuellement j'ai 14 millions dans mon compte. Mais j'ai besoin de plus de ça. Je dois avoir à 20 ou 50 millions. Je suis en train de collecter, j'ai 14 millions dans mon compte. Donc les 1 million, 2 millions là, ça fait rien. Mais je circule avec ma petite moto, voilà rien. C'est ça des vrais entrepreneurs, quoi. Ça c'est des jeunes, ils savent ce qu'ils veulent réellement, quoi. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait bouffer ou il allait vendre. Mais maintenant, il a fini avec ses études, le produit est bien fait maintenant, et voilà. Il ne peut même plus faire un mois ici au Mali. Tout le temps, voilà, il est invité par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et maintenant, ça va. Ça peut se permettre de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Il faut toujours accepter d'aller petit à petit, voilà. Même chez nous, hein, même en Afrique, on dit, voilà, même si tu as de l'argent, là, il faut te cacher, quoi. Voilà, tu verras beaucoup, tu vas comprendre beaucoup de choses, quoi. Voilà. Alors, M. Sanogo, vous intervenez dans des programmes d'aide aux entrepreneurs en tant que formateur et mentor, notamment celui du milliardaire nigérian Tony Elmon. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent participer et bien sûr bénéficier de ces programmes en tant que porteurs de projet? D'accord. Le programme Tony Elmon, qui est d'ailleurs le promoteur de la banque UBA, voilà, donc il a jugé nécessaire quand même. C'est un ancien banquier, donc il a eu de l'argent, il a créé une fondation. La fondation s'est focalisée sur l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, on a la même façon de voir les choses. Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat. Alors donc généralement c'est des subventions. Donc lui, il fait des collectes pour les jeunes entrepreneurs, il présente ses projets au niveau des programmes, PNUD, UNESCO, on finance maintenant ces projets-là. Donc qu'il distribue maintenant aux jeunes entrepreneurs. Ça, c'est même pas caché. Donc chaque année on le fait, on le met sur la toile. Donc il suffit juste de cliquer, tu rentres, tu t'enregistres et puis voilà, on va essayer d'étudier, d'analyser. Voilà, donc après si tu es sélectionné, on va vous former en tout ce qui est éducation financière, gestion financière, marketing, pour être prêt. Et après, on va décaisser pour te mettre sur le marché. C'est pas du tout compliqué. Mais sauf que c'est déplorable quand même. Au début, nous-mêmes, on était vraiment dans tous nos états. Mais après analyse, on a compris que très sincèrement, souvent, l'Africain, bon, je prends le cas du Mali quand même, souvent on fait des choses pas trop saines, très sincèrement. Je fais partie des mentors, mais ils ont arrêté, ils ont décidé quand même de suspendre. Mais avant de suspendre, ils avaient décidé quand même de diminuer le taux. C'est-à-dire le nombre qu'on nous donnait, on a diminué et par la suite, je crois, on a suspendu pour le moment. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant, on ne maîtrisait pas ces choses-là. Les réseaux sociaux, les téléphones, smartphones, c'était pas trop développé. Donc, quand on voyait ces choses-là sur le net, on a même peur. Et surtout quand on dit Nigeria, les gens ont peur, quoi. Et puis quand on dit, non, il faut cliquer, on va t'envoyer de l'argent, ça faisait peur. Donc l'argent venait et ça a retourné. Et ça, c'est pas bon pour la fondation. Parce que la fondation, en fait, tu dois distribuer. Tu es obligé de distribuer. L'argent qu'on te donne là, si PNUD te donne 100 millions là, il faut distribuer et justifier. Donc comme ça, on va te donner encore 200 millions, ainsi de suite. Donc le gars, il a envoyé de l'argent, mais voilà, on n'arrivait pas à servir le Mali. Donc, du coup, après, il y a eu des gens quand même, ils ont pris des représentants ici au Mali, voilà. C'est déplorable, hein. Donc, qui se passaient comme des entrepreneurs maliens, quoi. Ils créaient des faux comptes, quoi. Donc, ils recevaient de l'argent. Et après, donc, ils ont essayé de pousser un peu les enquêtes. Ils ont dit, ok, on va essayer de changer le système. Maintenant, tu t'inscris avec tes pièces d'identité, tu vas aller te présenter à la banque, on va te donner le chéquier. Donc, 2 personnes ne peuvent pas aller se présenter à la banque. Donc, ensuite de suite. Donc, juste à ce que même les formations aussi, donc tu viens suivre les formations, tu coches présent. Si tu n'es pas présent, tu n'auras pas les sous. Donc, quand tu viens régulièrement, donc on te donne les sous. Donc ça aussi, ça allait, mais
Ils ont constaté aussi quand même que le taux était très faible. L'argent qu'on donnait aux jeunes, si par exemple on donne des fonds d'amorçage par exemple à 10 personnes, vous allez voir qu'une seule personne ou deux seulement, voilà, on peut les voir dans 2 ans quoi, qui sont entrepreneurs. Les autres, on ne sait même pas. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais généralement les fonds de Tony, ça se coïncide avec les fêtes. Fête de Tabaski, fête de Ramadan, Noël, Tabaski, 31. Donc on faisait la queue à la banque. Donc l'argent tombe, on prend. L'argent tombe, on vide le compte. Il n'y a même pas de mouvement. Et après, il y a quand même des gens qui faisaient des faux rapports. Oui, ça va, on a été voir les entrepreneurs, mais ils ont envoyé des enquêteurs. Donc, on vient, on prend ton numéro, ils ont leur traducteur quand même. Voilà, bonjour, ça va, bon, on vient visiter votre entreprise demain. Il n'y a pas d'entreprise. Donc, ce qui fait qu'ils ont décidé quand même de diminuer. Et quand ils ont diminué quand même, c'était dur, c'était très très dur. Même le fonds qu'on avait distribué, parce que moi j'ai été à Koulikoro pour quand même former quelques... Il y a des gens qui sont allés à Mopti, Tombouctou, sur le sud, parce qu'ils ont dit que, voilà, donc chacun reste dans son coin. Même avec ça, on cherchait, c'est-à-dire le Malien, voilà, on est tellement intelligent. On dit que Bamako est saturé, maintenant on veut se focaliser sur Sikasso. Il y a des gens qui ont quitté ici pour aller dire qu'on vit à Sikasso, quoi, pour avoir de l'argent. Ce qui fait que même pour les formations, ils étaient obligés de prendre des cartes pour aller à Sikasso, suivre 2 jours et reviennent à Bamako. Donc c'était compliqué. Donc, mais avec tout ça, les enquêteurs étaient là pour essayer de comprendre. Donc, et à chaque fois, on finit avec une série de formations. Tu exprimes tes besoins. J'ai besoin de ça. Par exemple, on dit tu as 5 millions, ou tu as gagné 2 millions. Avant, on mettait les 2 millions dans ton compte, quoi. Maintenant, voici, tu as gagné, tu as eu 2 millions. Mais maintenant, pour avoir accès à ces 2 millions, tu fais une demande. Maintenant, c'est progressivement. On ne te donne pas le tout. On prend 30% d'abord, donc tu fais une demande. Tu as besoin de quoi? Tu fais la liste. Tu viens avec les factures pro forma. Donc on te balance les 30%. Et après, on dit 40%, tu viens encore avec une lettre. Jusqu'à ce que les gens se sont découragés. Ils disent non, si c'est ça, c'est bon. Le Malien n'aime pas ça, quoi. Quand c'est compliqué, on n'aime pas. Donc du coup, il commence à suspendre très sincèrement, parce que voilà, sinon c'était pas du tout compliqué. Tu t'inscris et puis c'est non remboursable. Et il y a ces gens qui se font passer comme des consultants aussi, voilà. Donc je t'inscris, je te donne 50%. J'ai vu des cas même des gens qui vont jusque dans les villages. On prend les cartes d'identité des villageois, on va les inscrire parce que c'était sur le net, parce que ça c'était au moment des Covid. Tu vois, comme on le dit, à quelque chose de malheur est bon. Donc quand il y avait Covid, on dit on faisait plus les formations, c'est-à-dire présentielles là, ça c'était en ligne. Donc, toi, tu pouvais inscrire 10 personnes. Les 10 personnes sont présentes virtuellement. Parce que tu te connectes avec 1, 2, 3, 4. On dit, ah, M. Traoré est là, M. Diarra est là, présent. On ne parlait pas. Quand tu es connecté, on coche qu'il est présent. Mais quand c'est présentiel, là, tu es obligé de venir. Contact physique. Donc, avec Covid, ils ont trouvé cette solution aussi. Donc, tu pouvais inscrire 10 personnes et tu as si c'est par exemple de 2 millions, tu as 20 millions. On a les 20 millions, donc si par exemple le paysan vient, on dit, ah, c'est pour Covid là, tu as gagné 100 000 francs. Tu vas à la banque, on fait le chèque. On met les 2 millions sur le chèque, on dépose, on prend l'argent, on donne 100 000. Le monsieur, il est étonné, il dit non, 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 ça c'est la part des hôpitaux, mais pour toi tu as 100 000 ans. Je connais beaucoup de gens qui étaient dedans, ils ont su tout ça. Donc ce qui fait que c'est compliqué maintenant. D'accord. Alors, M. Sanoko, pour créer son entreprise et la formaliser, par quoi faut-il passer? D'accord. Déjà, avant de créer son entreprise, comme je l'avais dit, il faut essayer de détecter d'abord les problèmes. Par exemple,
Ça, c'est l'entrepreneur, quoi. Ça, c'est notre façon de réfléchir. Tu viens dans un coin, tu essaies de détecter les problèmes, quoi, les besoins. Tu ressens ça et tu trouves une solution à ça. D'accord. Donc, l'idée vient comme ça. Quand tu as l'idée, mais maintenant, pour que ce soit reconnu, quand même, il faut passer par l'API. Donc, tu vas aller informer, je vais créer. Avant, c'était, par exemple, tu passais dans un cabinet pour créer les notaires. Maintenant, on a essayé de mettre tout ça dans un seul pack qui se trouve à l'API. Parce que pour créer avant une entreprise, il fallait aller au tribunal de commerce, sur le notaire. Tu pouvais faire un mois avant. Donc, si le notaire finit, il va envoyer là-bas, il va envoyer sur le site. Mais avec nos voisins dans la sous-région, Côte d'Ivoire, Sénégal, donc ils ont essayé quand même de réfléchir pour trouver une solution à ça. Donc tu peux créer une entreprise en une semaine. Maintenant, comment on le fait? Donc ils ont créé des structures. L'API par exemple, ça existe partout en Côte d'Ivoire. Donc peut-être ils ont un autre nom. Tu viens seulement, il y a tout là-bas. Donc tu dis, je vais créer, tu donnes le nom, regarde si le nom n'existe pas, l'activité tu le dis. Donc tout est déjà là-bas. Donc au bout d'une semaine, tu as ton entreprise. D'accord. Alors, comme exemple, si une personne veut par exemple ouvrir une salle de sport de combat, arts martiaux par exemple, et faire de ça rentable, quelle stratégie et quel conseil donnez-vous à cette personne? Tout d'abord, la première question que je vais lui poser, pourquoi il a créé ça d'abord? D'accord. S'il n'arrive pas à me répondre, ça veut dire que je ne vais pas lui donner des conseils. D'accord. Parce que, comme je viens de le dire là, tu peux pas... L'idée, ça ne vient pas comme ça au hasard. Malheureusement, c'est ici au Mali. Hein. Tu te lèves seulement, bon, on fait le jus, voilà, on fait... Mais en réalité... Ça dit, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant de trouver l'idée. C'est comme on te donne un maths. Tu vois, quand il y a le truc, il y a des gens, tu écris le problème et ils ont la solution, la réponse finale là, on encadre. Mais avant ça, tu démontres d'abord comment tu as eu le résultat. Le résultat final en maths là. Quand le professeur donne l'exercice, tu ne mets pas le résultat final, tu encadres. Ça, c'est zéro. Ouais. Donc, chez nous aussi, quand tu donnes l'idée comme ça, c'est comme zéro. Comment tu as eu l'idée? Maintenant, si tu arrives à dire ça, à détecter tout ça, là, on peut vous donner des stratégies maintenant. Comment attaquer le marché, parce que, voilà, qui sont tes concurrents. Parce que, vous savez, quel qu'en soit le domaine, tout est considéré comme produit. Ok, le produit, ça c'est l'offre que vous allez mettre sur le marché pour avoir de l'argent. Parce que la salle là, tout ce que tu vas faire, c'est pour avoir de l'argent. C'est pas quand même à une ONG. C'est pour avoir de l'argent. Donc, c'est un produit et chaque produit a un cycle de vie. Croissance, lancement, croissance, maturité et déclin. Donc, ça veut dire que toi, tu dois essayer de regarder chez les autres. Voisinage, dans la zone, tu étudies tout ça. Maintenant, s'il y a des concurrents, ils sont à quel niveau? Ok, par exemple, le lancement, ça c'est quand tu es nouveau sur le marché, tu verras qu'on ne te connaît pas trop. Maintenant, croissance, on commence à te connaître. Maturité, ça veut dire que tu es déjà connu. Donc s'il n'y a pas d'innovation seulement, il y a phase de déclin. Donc ça veut dire que toi, tu dois faire extrêmement attention. S'ils sont en phase de maturité, toi, tu innoves maintenant. Ce qui est déjà sur le marché, tu ajoutes d'autres choses pour innover. Ok? Maintenant, l'innovation, ça peut venir sur plusieurs formes. Ça peut être l'accueil, mode de paiement, ça peut être la salle, le design, les machines que vous avez. On peut apporter de l'innovation dans tout ça. Donc, tu regardes chez les autres. Qu'est-ce qui... Voilà. Et ils ont quoi? Ok? Alors, une fois que vous avez tout ça, donc là maintenant, tu peux apporter des innovations. Et ces innovations-là, ça peut être des stratégies. Même la fixation de prix, on peut apporter de l'innovation, on peut vous proposer des stratégies. Voilà, il y a beaucoup de stratégies. Mais comme je le dis, il faut que le porteur quand même arrive à nous expliquer pourquoi.
la raison d'être même de la chose. Donc comme ça, on analyse, on étudie ensemble sur le marché, donc on regarde ceux qui n'ont pas. Donc nous, on va essayer d'inclure ça. Par exemple, chez eux, peut-être que quand les gens viennent, voilà, les cartes, il faut checker, ils n'ont pas de gants, tu proposes des gants, tu prends ça après, tu déposes les gants, il y a une salle pour voilà, vous nettoyer, vous laver, ou bien il y a un petit coin, rafraîchissement, on donne quelque chose à boire aux gens. Maintenant, après le sport, on donne par exemple des kinkeliba, c'est-à-dire tout ça, c'est de l'innovation, tout ça, c'est des stratégies, parce que il faut mettre l'accent sur le marketing. Le marketing qui est au cœur de tout, parce que le marketing cherche seulement à satisfaire le client. Donc, les stratégies que vous allez poser là, il faut que ça touche le client, et puis le client ne va pas partir. Donc, regarde seulement chez les autres. Voilà. Monsieur Sanogo, quel conseil donnez-vous aux jeunes qui souhaitent faire comme vous? Comme moi, ça c'est vague. Entrepreneur. Ah ok, qui veut entreprendre. D'accord. Le premier conseil quand même, ça c'est de ne pas rentrer dans l'entrepreneuriat au hasard, quoi. C'est vrai, il y a des contextes, hein. Parce que quand je faisais ma thèse, j'ai eu beaucoup de cas. Il y a des gens qui sont venus dans l'entrepreneuriat, la famille, l'influence des amis, ou bien voilà, à cause de l'argent, ou bien à cause du chômage aussi. Il y a beaucoup de paramètres quand même, mais quelle qu'en soit votre motivation d'aller vers l'entrepreneuriat, une fois que vous avez décidé, il faut quand même tout faire pour l'aimer. Parce que quand vous êtes passionné par ça, quand même, voilà, tout ce que moi je viens de dire, vous n'allez pas sentir. Moi, chaque jour, je sors à partir de 6 h du matin. Je gère le cabinet, souvent je suis dans les universités, je me sens à l'aise. Vous voyez, donc tout ce que vous faites dans la vie, là, il faut l'aimer. Par exemple, je veux vous donner un exemple sur le cas des universités. Vous savez, l'Africain, mais surtout le Malien, quand on dit il enseigne seulement, chez nous c'est synonyme de, je ne sais même pas quel mot je vais qualifier, quoi. C'est synonyme de, c'est-à-dire la faiblesse, voilà, il ne faut rien, il n'a rien. Ça, on a ce complexe-là. Vous voyez, donc souvent on est confronté à ça. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission, M. Sanogo. Et chers internautes, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'invité du jour parle plusieurs langues internationales, à savoir le mandarin, l'anglais et bien sûr le français que nous venons de parler. Alors, votre dernier mot, si vous voulez bien, en mandarin et ensuite en français. M. Sanogo. Ah, moi aussi, je dois le dire en mandarin, là. Tout le monde va aller, je ne sais pas qui comprend ça. Ah, ok, bon, peut-être je vais juste essayer de me présenter. Wachao Amadou, Ozai Chongo Sueshi Sinyenla, Shenzai Ozai Mali, Wadagongzi Chao CF Time. Voilà. Voilà, donc... alors en français, votre dernier mot? Alors, d'abord, merci du fond de cœur, hein, et bon vent à l'émission et à l'équipe aussi. Et maintenant, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, le conseil d'abord que je vais donner aux jeunes, ça c'est de s'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on a des problèmes ou bien des soucis avec les gens qui sont les salariés. C'est une triste réalité qui est là. Il y a trop de chômeurs, il n'y a pas assez d'entreprises. L'État ne peut pas tout prendre en charge. Okay? Donc l'État crée des conditions pour créer des entreprises. Donc c'est les entrepreneurs qui vont absorber maintenant. Maintenant, si les jeunes sont désœuvrés quand même, ça peut provoquer le banditisme. Les jeunes vont aller voilà, derrière la mer, c'est tout ça. Le terrorisme et tout ça. Tout ça, c'est le chômage qui fait ça. Donc, orientez-vous vers l'entrepreneuriat, acceptez de souffrir, acceptez la patience,
Et aussi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, ça fait partie, mais je le dis encore, même quand on vous dit qu'il faut accepter l'échec, il y a des gens qui vont dire non, 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 je dois faire un échec d'abord. Ils sont en train de réussir, mais ils vont dire non, 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 il faut faire un échec, quoi. Parce qu'on a dit, il faut. Non, non, c'est pas ça. On dit que ça peut arriver. Donc on vous prépare. Ok? Donc on vous prépare. Ça peut venir, ça peut arriver. S'il y a des échecs, il ne faut pas bêcher les bras. Donc ça, quand même, ça c'est le conseil que je donne. La raison pour laquelle le slogan de ma première structure, ça c'était Never Give Up. Ça dit, il ne faut jamais abandonner, quoi. Merci et bon vent vraiment à l'émission. Ça c'est les mots que je... Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du jour. Je vous le rappelle, nous avions comme invité M. Sanogo Amadoun, directeur du cabinet CFTM. M. Sanogo, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Un grand merci également à nos partenaires, le restaurant Oli, Sisa Titibougou, le groupe Mediasoft et bien sûr à l'équipe Rota TV. Nous vous remercions également, vous qui nous suivez sur Rota TV. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.